Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce jeudi, une rencontre avec Marc Proust. Il est l'un des premiers patients Covid arrivés en Vendée en TGV depuis Strasbourg lors de la première vague l'année dernière. Le CHD avait en effet accueilli des malades en réanimation venant des hôpitaux surchargés de l'Est de la France. Marc Proust avait ainsi contracté une forme grave de la maladie et a passé 10 jours dans le coma. À l'occasion de vacances en Vendée ces jours-ci, il a tenu à remercier les soignants de l'hôpital vendéen. Témoignage recueilli par Alexia Janet et Samuel Grasset. Marc Proust est revenu en Vendée plus d'un an après son transfert à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, où il a passé plusieurs jours dans le coma. De son dernier passage ici, en mars 2020, il ne lui reste que très peu de souvenirs. J'ai plein de flashs, plein de photos. Et je n'arrive pas forcément à les mettre toujours dans le même ordre, même maintenant. Par contre, hier, en rendant visite aux gens de l'hôpital, au personnel de l'hôpital, que je remercie d'ailleurs, qui ont fait un travail superbe, il y a quelques explications sur les flashs que j'ai des fois, ou que j'avais lorsque je sortais du coma, quoi. Si pour lui les souvenirs sont encore flous, pour sa compagne, il reste vif. C'est des moments qu'on n'oublie pas. Et quand Marc était là, en Vendée, j'étais comme une automate, anxieuse. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu les contacts faciles avec le personnel. Il faut le dire, ça, parce que ces gens-là, ils font un... Bon, excusez-moi, ils font un tel travail. Ce retraité de 70 ans a gardé peu de séquelles de son hospitalisation, sinon un peu de fatigue et de nervosité. Plus d'un an après, le couple se dit plus soudé. Il voit désormais la vie et la maladie autrement. C'est là qu'on se rend compte que la vie est courte et qu'il ne faut pas grand-chose pour avoir un gros problème. On a pris beaucoup de recul parce qu'on se dit, on sait d'où on vient, il nous est tombé quelque chose sur la tête, qu'on n'avait pas demandé, pas prévu non plus. Mais bon, faut être philosophe, faut se dire que la vie continue. On plaisante un peu plus maintenant. Oui. On n'a jamais autant ri sur des sujets, c'est bizarre. Oui. On a des fous rires par moments parce qu'on a passé un cap. Finalement, cette épreuve aura permis à Marc Proust de retrouver un lien avec la Vendée, terre d'origine de ses ancêtres. Dans l'actualité économique, avec le déconfinement par étapes, certains secteurs d'activité ont pu redémarrer le 19 mai dernier, comme les terrasses des restaurants par exemple. D'autres attendent le 9 juin pour accueillir à nouveau leurs clients, comme les thalassothérapies. Mais dans certains complexes, les deux activités sont voisines, alors pour gérer les différents protocoles sanitaires de chaque service, la logistique est parfois compliquée à mettre en place. Autre appréhension pour les salariés, le retour en masse de la clientèle. Les réservations augmentent ces derniers jours. Reportage au Sable d'Olonne, Marie-Aimée Coploutre. Des bassins, des tables de massage et des baignoires vides, voici la situation de ce complexe hôtelier qui n'est pas encore autorisé à rouvrir toutes ses activités. Le bassin extérieur et les soins bien-être du spa sont accessibles, mais les soins de thalassothérapie seront autorisés seulement le 9 juin. On peut actuellement proposer à la clientèle des soins, ce qu'on appelle les soins secs, c'est-à-dire enveloppement, modelage, enveloppement de différentes façons, soit avec de la boue marine, soit avec des algues ou alors avec des hydratants. Et on ne peut pas actuellement proposer ce qu'on appelle des soins humides, c'est-à-dire baignoire, eau de mer, tout ce qui est un soin en eau de mer, modelage sous infusion, tous ces soins-là ne sont pas proposés actuellement. D'autres contraintes sont aussi présentes sur le restaurant. Les clients de l'hôtel sont autorisés à déjeuner et dîner en salle, mais ceux venant de l'extérieur sont obligés de manger en terrasse. Malgré tout, la fin des plateaux repas est un soulagement pour l'hôtel. C'est vrai que les plateaux repas pour nous ont été une difficulté supplémentaire à gérer et les gens avec les contraintes effectivement de 19h dans sa chambre, c'était assez compliqué. Donc on est ravis enfin de pouvoir servir dignement parce qu'effectivement entre un room service et puis un service à table, il y a quand même une différence importante. Depuis le 19 mai, les coups de téléphone et les mails ne cessent d'affluer. La direction veut être aux petits soins pour sa clientèle. Cependant, elle reste aussi très attentive à son personnel qui se prépare à un été complet et chargé.
Réaborder une vie professionnelle progressive, il faut quand même accompagner les équipes. Il y a certains services où c'est relativement rapide et brutal, puisque tout ce qui est l'hôtellerie ou la restauration, la montée en charge est assez brutale, puisque le week-end dernier, vous voyez, nous étions totalement complets. À partir de la mi-juin, les clients devraient arriver en plus grand nombre. En effet, les réservations de Thalasso qui avaient été annulées cette année sont reportées à l'été. En bref, dans le reste de l'actualité, cette confirmation, un loup a été aperçu en Vendée. L'animal a ainsi été pris en photo le 14 mai dernier sur la commune de Jars-sur-Mer par un système de surveillance photo de la faune sauvage. Selon l'Office français de la biodiversité, ce loup gris serait dans un cycle biologique dit de dispersion qui le pousserait à parcourir de nombreux kilomètres avant d'établir son territoire. La préfecture rappelle que l'espèce est protégée, discrète et craintive. Elle ne représente pas de danger pour l'homme. En politique, les élections départementales, le scrutin, je le rappelle, se tient les 20 et 27 juin prochains. Dans le canton de Saint-Jean-de-Mont, 5 binômes sont en lice, dont Noël Fauché, conseiller départemental sortant, et Amélie Rivière, conseillère municipale à Saint-Jean-de-Mont. Le conseil départemental est une collectivité territoriale importante parce qu'il structure le canton, parce que nous avons 14 communes qui ont beaucoup d'enjeux sur lesquels il faut que nous puissions continuer à travailler, parce que pendant 6 ans, j'ai été à la fois à l'initiative, mais aussi en charge et à la mise en œuvre du plan Ambition Maritime, que ce sont des enjeux qui commencent à être pris en considération par le département de la Vendée, et je crois qu'il est absolument indispensable que nous puissions continuer à assumer cette responsabilité. Également candidats dans ce canton, Laurent Méo et Françoise Besson pour la gauche rassemblée en Vendée, Éric Mauvoisin de Lavaux et Corinne Fillet pour le Rassemblement national, Louis Gibier et Martine Horry, conseillère départementale sortante, ainsi que Fabien Gabory et Virginie Bertrand, sans étiquette politique. Dans le canton de Saint-Hilaire-de-Riez, 5 binômes également, parmi eux Laurent Régnier et Elisabeth Clément. Ils se présentent pour la gauche unifiée en Vendée. Écoutez. Je veux défendre l'école publique, notamment les collèges, donc un axe de développement au niveau des collèges, et l'écologie pour tout ce qui est défense de la loi du littoral, l'écologie au sens large du terme. Faire quelque chose pour les déserts médicaux. On a fait la création de 2 centres municipaux de santé à Saint-Hilaire et à Saint-Gilles. On voudrait maintenant que les départements accueillent des médecins salariés pour pouvoir avoir un médecin dans chaque commune. Se présentent également dans ce canton Sophie Bourgoin et Laurent Boudelier, conseiller départemental sortant, Elisabeth Rossel et Didier Chabaillet pour Debout la France. Pour la majorité sortante, Thomas Perrochot et Isabelle Duranteau, conseillère départementale sortante. Enfin, un dernier binôme est déclaré, il s'agit de Jean-Patrick Fillet et Marie-Christine Hébran pour le Rassemblement national, malgré une séparation des 2 candidats annoncés par le parti la semaine dernière. Et puisque l'on parle de politique, de nombreux ministres, parlementaires élus ou cadres de la fonction publique ont étudié à l'ENA, l'École nationale de l'administration. Pour promouvoir tous les métiers auxquels forment ces grandes écoles, des élèves actuellement en stage en Vendée sont venus à la rencontre des lycéens d'un établissement de La Roche-sur-Yon. Objectif, répondre aux questions et communiquer sur l'accessibilité des concours et l'égalité des chances. Ce que je ressens, c'est une envie, donc beaucoup de questions, mais des questions aussi pratiques, de cursus, etc. Et puis on sent aussi le besoin d'avoir un message qui soit optimiste, surtout dans ce temps de crise sanitaire, parfois de difficultés qu'on traverse, et de besoin aussi de pouvoir se projeter et de pouvoir imaginer l'avenir. Et c'est aussi à ça qu'on répond, c'est de leur dire que cet avenir-là, la haute fonction publique, l'ENA, c'est tout à fait à leur portée en s'en donnant les moyens. Et puisque l'on parle d'éducation et de formation, descendons de quelques classes pour retourner en maternelle. Il y a quelques jours, certains élèves de l'école Françoise Dolto aux Herbiers ont participé à un cours un peu particulier. Ils ont en effet pu avoir classe dehors dans un parc proche de l'établissement. Leur institutrice était là aussi, elle, pour apprendre. L'éducation nationale permet à des formateurs de venir conseiller certains enseignants qu'ils souhaitent. Objectif, engranger un bagage pédagogique pour faciliter les cours en extérieur. Découverte signée Alexia Janet. Bottes aux pieds et manteau de pluie sur le dos, cette classe de maternelle ne se rend pas en sortie scolaire, mais en classe de français. Nous avons trouvé une feuille piquante. Ça, c'est un nouveau mot pour aujourd'hui.
Mathieu Moncomble est formateur pour l'éducation nationale. Il vient familiariser le corps enseignant de cette école avec de nouvelles modalités d'éducation. Ici, l'objectif, apprendre à faire classe en extérieur. En tant que formateur, mon idée c'est de pouvoir accompagner les enseignants pour qu'ils puissent mener seuls ce type d'activité. On n'est pas du tout dans une intervention nature puisqu'on ne recherche pas de compétences ou de connaissances naturalistes, mais bien une connaissance d'acquisition. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves de pouvoir avoir des interactions langagières en produisant des phrases riches en adjectifs qualificatifs, par exemple, sur des descriptions qu'ils pourraient trouver. Selon lui, ces cours présentent de nombreux atouts pour l'apprentissage. Ils mémorisent beaucoup plus vite aussi, c'est-à-dire qu'ils vont entendre leurs copains répéter des phrases en situation, trouver un objet à l'extérieur et donc du coup valoriser cet objet et produire une phrase qui correspond directement à ce que l'élève vit, pas simplement à ce que l'enseignant lui propose dans le cadre de la classe. Donc peut-être que l'école de demain rejoindra un peu l'école d'hier, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir multiplier les situations dans lesquelles les élèves vont être amenés à apprendre. De nouvelles formes d'apprentissage encouragées par le ministère de l'Éducation, mais qui ne sont pas toujours évidentes à mettre en place. Il faut déjà que l'école ait accès à un espace naturel proche. Malgré tout, cette année, sur le secteur des herbiers, 6 classes participent à cette formation et chaque année, la demande est grandissante. On est toujours un peu inquiet en se disant on va sortir les élèves, comment ça va se passer. Et en fait, à pratiquer régulièrement, on se rend compte que ça se passe très très bien. Les enfants sont très attentifs, très réceptifs et ils aiment ça. Donc oui, c'est vraiment des choses qu'il faut réutiliser pour plus tard. L'éducation nationale propose aussi ce type de formation en mathématiques pour tout niveau scolaire. Ces professionnels en sont certains. Avec la crise sanitaire, ces cours en extérieur sont amenés à se développer davantage ces prochaines années. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TVE.